Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! C'était il y a 1 an, presque exactement. L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Colombie. Je vais vous parler de ces choses qui peuvent nous rendre dingues, mais qui parfois finalement peuvent aussi sauver un projet. Vous le savez, j'adore découvrir des nouveaux pays. Et j'aime pas trop comparer. Mais je dois avouer quand même que certains pays ont une place un peu spéciale dans mon cœur. La Colombie en fait partie. Je crois que finalement je compare pas les pays, je compare les émotions qu'ils me font ressentir. Et donc cet épisode réveille une petite pointe de nostalgie. Et d'envie de regarder les billets d'avion là, maintenant, tout de suite. Je rêve d'avoir la spontanéité de le faire. Je dois avouer, j'ai jamais osé. Mais puisqu'on parle de spontanéité, tiens, restons sur le sujet, car c'est de ça que je vais vous parler dans cet épisode. Il y a 1 an donc, j'étais tranquillement en train de préparer un projet de mon ONG, Constellatio, qui devait avoir lieu en Colombie au mois de juin. Quand un événement familial a chamboulé le programme. J'ai pris presque le premier vol pour Bogota début avril pour rejoindre mes parents qui habitaient là-bas. Il a fallu que je me rende à l'évidence, je ne pourrais pas revenir en juin, les billets étaient trop chers. Et en plus, Simon, mon ami réalisateur avec lequel j'allais travailler sur ce projet, était plus disponible à ces dates. Mais quand je l'ai eu au téléphone, il me dit « Mais si tu veux, je suis dispo maintenant ». Pour mieux comprendre la situation, je vais vous expliquer un petit peu le projet en question. Ça s'appelle Ursino. L'objectif, c'est de faire découvrir à des adolescents tout autour du monde que nos cultures ont toujours été le fruit de rencontres entre les peuples. Le tout sous le prisme culinaire. Parce que oui, la diversité culturelle ne devrait pas être un débat. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Est-ce qu'elle est souhaitable ou pas souhaitable ? La diversité culturelle, elle fait partie de nous depuis la nuit des temps. Et nos plats traditionnels en sont sans doute la plus belle preuve. Je vais prendre les pays depuis lesquels vous m'écoutez le plus souvent pour illustrer ça. Si vous, qui m'écoutez, venez de France, saviez-vous que notre emblématique hachis parmentier était fait avec des pommes de terre qui viennent d'Amérique ? Si, comme moi, vous êtes de Bretagne, quand vous savourez votre galette complète, vous vous arrêtez une petite seconde pour vous rappeler que le sarrasin n'est arrivé d'Asie du Nord-Est en passant par la Russie et le nord de l'Europe qu'au XVe ou XVIe siècle ? Et si vous êtes en Colombie et que, comme moi, vous adorez les arepas con huevo de la côte Caraïbe, saviez-vous que l'arepa est un plat préhispanique qui date donc d'avant la frontière entre la Colombie et le Venezuela, que l'œuf n'est arrivé qu'avec les Espagnols, puisqu'avant, il n'y avait pas de trace de domestication des poules, que le fait de frire l'arepa vient des traditions africaines amenées par les esclaves, et que le suero costeño est un ingrédient amené par les Libanais ? Je ne le répéterai jamais assez, nos cultures sont riches de l'incroyable diversité qui les a forgées. Alors concrètement, comment on travaille avec les élèves là-dessus ? On mène Ursino avec des jeunes de 13 à 14 ans dans différents pays. On va sur place et on travaille avec eux pendant 3 semaines, à raison d'environ 6 à 7 heures par semaine. La première semaine, ils et elles collectent des recettes traditionnelles dans leur famille et dans leur communauté, et mènent des interviews pour en savoir plus sur leur patrimoine culinaire. La deuxième semaine, sur la base des recettes collectées, ils mènent des recherches historiques pour découvrir l'origine des plats et de leurs ingrédients. Ces recherches sont ensuite vérifiées et complétées par des historiens ou des historiennes de l'alimentation de leur pays. En parallèle, ils rencontrent un ou une chef, également de leur pays, qui leur parle de son métier, de sa passion et de la gastronomie locale. Et enfin, la 3e semaine, Simon arrive, et nous réalisons avec eux des vidéos où ils parlent de leurs plats typiques et de ce qu'ils ont découvert dans leurs recherches. Et ces vidéos sont ensuite mises en ligne, partagées dans les communautés et échangées entre les élèves qui participent dans les différents pays. Je vous mets le lien de toutes ces vidéos en description de l'épisode si vous voulez découvrir tout ça.
Vous verrez, on a mené le projet en France, en Italie, au Liban, au Maroc et donc en Colombie. Alors, je vous disais que j'étais en Colombie en avril de l'année dernière quand Simon me dit « Je peux venir maintenant ». Je me souviens très bien, c'était le vendredi saint. Faut savoir que la semaine sainte en Colombie est la fête la plus importante après Noël. Et évidemment, avant que Simon arrive, il fallait qu'on ait déjà fait 2 semaines de travail. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais même pas l'école. J'avais le chef, mais qui savait pas qu'on devait faire le projet en urgence. Et j'avais pas d'historien ou d'historienne de l'alimentation. Je vous laisse imaginer la panique à bord. Par chance, j'en parle à Stéphane Olanier, le fondateur de l'association United Schools, qui me donne le contact du directeur d'un collège dans une petite ville pas trop loin de Bogota, qui s'appelle Chía. Je décide d'attendre le lendemain quand même pour le contacter. Et le samedi, je lui envoie un message sur WhatsApp pour lui expliquer le projet et notre situation. Il me répond le soir même. On s'appelle demain matin à 9h, me dit-il. Demain matin étant le dimanche de Pâques, rappelons-le quand même. Le lendemain, on s'appelle, et en terminant la discussion, il me dit « Ok, laisse-moi voir avec mes équipes et je reviens vers toi ». À 21h, il m'envoie un message vocal. « Bon, c'est ok, on t'attend demain à 9h à l'école ». J'étais, soit estomaquée, soit sur le cul, selon le niveau de grossièreté que vous préférez. Dans les jours qu'on suivit, j'ai échangé avec le chef Andrés Fernández León, qui était d'accord pour se rendre disponible. Et puis, la recherche de spécialistes en histoire de l'alimentation était un peu plus compliquée. Mais on a eu la chance d'être aidé par Marine Garrido, qui est membre de Colifri, qui est une association colombo-française de chercheurs. Voilà comment, en seulement 48 heures, en pleine Semaine Sainte, j'ai pu lancer le projet Ursino en Colombie. Quand on parle de ces pays où les choses ne se passent pas comme prévu, on en parle généralement avec agacement, avec frustration, parfois même avec un peu de colère. Honnêtement, quand on prévoit quelque chose et que ça tombe à l'eau, alors que c'était acté, qu'on y a investi de l'énergie, du temps, c'est pesant. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si ça pouvait avoir un impact positif aussi ? Alors ma question peut sembler bizarre, je sais, peut-être même un peu cucu. Ouais, bon, Charlotte, ça va, on n'est pas toujours obligé de voir les choses de manière positive. En fait, pourquoi pas ? D'ailleurs, tiens, pourquoi pas ? Ça peut aussi résumer en quoi ce trait culturel colombien peut être positif, maintenant que j'y pense. Je présente quelque chose de totalement imprévu, ultra dernière minute, plus que spontané, et la réponse de l'école, ça a été ça finalement. Pourquoi pas ? Je peux vous garantir qu'en France, la même situation aurait eu une issue tout à fait différente dans 99% des cas. Parce que demander, en pleine vacances, à une école d'accueillir dès le lendemain un projet qui chamboule tout le programme et demande environ 20 heures de travail avec des collégiens, ça relève un peu de la folie. Je voulais vous raconter cette histoire parce que je pense que c'est important parfois de regarder au-delà de ce que la différence nous empêche de faire comme d'habitude, pour réfléchir à ce que ça nous permet de faire et qu'on n'aurait pas pu faire d'habitude. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, ça veut aussi dire souvent que ce qui n'est pas prévu a peut-être une chance de réussir quand même. Et ça, c'est plutôt chouette aussi. Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je suis curieuse de savoir si vous avez déjà vécu des choses comme ça d'ailleurs, inattendues, spontanées, dans un autre pays, et le souvenir que vous en gardez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et je vous souhaite d'ici là plein de jolies surprises. Allez, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail, ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.